Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la prise en charge diététique du patient dysphagique et dénutri. Je vous tenais à remercier NutriSense tout d'abord de m'avoir invité pour parler de cette thématique qui me tient à cœur. Nous avons aujourd'hui 45 minutes de présentation ensemble avec un temps pour les questions qui sera sur la fin de la présentation. Donc je regrouperai toutes les questions pour les traiter à la fin de la présentation. Avant de commencer à vous parler du patient dysphagique dénutri, je vais me présenter. Donc, je suis Laure Soulez-Larivière, orthophoniste, diététicienne et formatrice auprès de diététiciens. J'ai travaillé en tant qu'orthophoniste à l'hôpital pendant 7 ans, dans des services de pédiatrie et de gériatrie, avec des orientations très spécifiques sur la prise en charge des troubles de la déglutition à tous les âges chez l'enfant et la personne âgée. Désormais, je travaille en tant que diététicienne dans le maintien de personnes à domicile. Donc, je vais vous présenter très rapidement mon lieu de travail. Donc, je travaille à la Fondation Léopold Bellan, qui a 65 établissements et services en France, avec 4 secteurs d'intervention précis, donc l'enfance et la petite enfance, le handicap, les personnes âgées et le secteur du sanitaire. Donc moi, je travaille plus spécifiquement à l'AMSAD Léopold Bellan, qui est une structure de maintien à domicile. Donc je ne vois que des patients à domicile avec 3 axes, de prise en charge autour de patients atteints de maladies chroniques, de patients âgés et de patients en situation de fragilité psychique. Donc, quel est notre programme du jour? Donc, nous allons parler du patient dysphagique dénutri avec une première partie plutôt théorique sur quelques rappels de notions et rapidement quelques notions de la littérature sur les liens qui peuvent exister entre la dysphagie et la dénutrition. Je vous parlerai dans un deuxième temps de la prise en charge nutritionnelle, comment on peut optimiser une prise en charge d'un patient qui combine à la fois une dysphagie et une dénutrition. Et je finirai par une petite synthèse récapitulative des principaux éléments à retenir. Alors, tout d'abord, quelques définitions. Donc la dysphagie, qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi le trouble de la déglutition, et c'est la gêne ou la difficulté à avaler les aliments, les boissons, mais aussi les médicaments, et les sécrétions comme la salive, par exemple. Et la dysphagie a de nombreuses complications qui sont potentiellement graves, puisqu'elle peut entraîner des infections pulmonaires, une perte de poids, une dénutrition, une déshydratation, une diminution importante de la qualité de vie, et dans le pire des cas, un décès par obstruction totale des voies aériennes. La dysphagie existe de manière quand même assez fréquente chez les patients hospitalisés. Donc, selon les différents articles que j'ai pu lire en prenant tous les âges et tous les services confondus à l'hôpital, on retrouve une dysphagie chez 10 à 50% de patients hospitalisés. Donc, c'est une pathologie qui n'est pas rare. La dénutrition, donc c'est l'état pathologique qui résulte de l'insuffisance d'apport nutritionnel par rapport aux besoins du patient. Donc, elle a aussi des conséquences qui sont graves, puisqu'elle a comme conséquence, par exemple, un déficit des défenses immunitaires, avec une augmentation du risque d'infection, une perte de la masse musculaire qui va engendrer un risque de chute et une perte d'autonomie, et elle va aussi favoriser la survenue d'escarres. Donc, c'est un état pathologique, la dénutrition, qui concerne beaucoup de patients. Et dans tout ce que j'ai pu lire aussi, tous âges et tous services confondus à l'hôpital, elle concerne entre 13 à 70% des patients, avec une prévalence augmentée chez les personnes âgées. Alors, quels sont les liens entre la dysphagie et la dénutrition? On va voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans la littérature. Donc, pour commencer, on peut voir très simplement, quand on regarde les stratégies de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée, les recommandations de bonne pratique de la HAS, que la dysphagie est un facteur de risque de la dénutrition. Donc là, je vous ai mis une copie du document officiel et on peut remarquer dans le tableau 1, situation à risque de dénutrition, que le trouble de la déglutition, il est écrit en toutes lettres, il est reconnu comme un facteur de risque de la dénutrition. Et on observe également, autre chose d'intéressant, c'est que les troubles bucco-dentaires qui sont juste au-dessus, comme par exemple un trouble de la mastication, une sécheresse de la bouche, un appareillage qui est mal adapté, peuvent être aussi des facteurs qui favorisent les troubles de la déglutition. Donc en fait, la dysphagie favorise la dénutrition.
D'autres études ont montré que la dénutrition aggrave la dysphagie, puisqu'en fait, la dénutrition va atteindre les fibres musculaires striées squelettiques de l'œsophage cardiaque et respiratoire, et donc par atteinte des muscles de la déglutition, la dénutrition aggrave la dysphagie. Sur une étude concernant des patients âgés en soins de longue durée, on a pu remarquer qu'il y avait 70% de patients qui étaient dénutris et 30% qui étaient dysphagiques. Et on a remarqué, en regardant bien précisément ces deux populations-là, que les patients dénutris étaient de manière significative plus atteints de dysphagie que ceux qui n'étaient pas dénutris. Selon une autre étude, on retrouve une dénutrition chez 18% de personnes âgées dysphagiques versus 12% chez les personnes âgées qui ne sont pas dysphagiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces éléments de littérature scientifique? C'est que la dysphagie favorise la dénutrition et la dénutrition aggrave la dysphagie. Donc, on parle d'un cercle vicieux. Il faut savoir aussi que 51% des patients dysphagiques n'ont pas de diagnostic confirmé de leur dysphagie et que 68% des patients dysphagiques n'ont pas de traitement adapté pour leur dysphagie. Donc en fait, la dysphagie, elle n'est pas suffisamment évaluée, elle n'est pas suffisamment dépistée, elle n'est pas suffisamment prise en charge. Donc il y a une méconnaissance de cette thématique qui fait qu'elle est malheureusement sous-traitée. Il en est de même pour la dénutrition. Elle n'est pas suffisamment dépistée, elle n'est pas suffisamment prise en charge. La dysphagie et la dénutrition ont des symptômes, des signes qui sont parfois discrets et qui peuvent passer à l'as quand on n'est pas vigilant vraiment de manière précise aux signes d'alerte. Donc, deux questions sont à se poser devant nos patients. Quand on a un patient qui a un trouble de la déglutition qui a été diagnostiqué, il faut se poser la question, mon patient dysphagique, est-ce qu'il ne serait pas également dénutri? Puisqu'on sait que c'est un facteur de risque de dénutrition, il faut vraiment vérifier à chaque fois l'état nutritionnel du patient dysphagique. Et quand on a un patient qui a une dénutrition avérée en face de nous, eh bien, il faut se demander pourquoi, en fait. Pourquoi il est dénutri? On n'est pas dénutri par hasard. Et est-ce que ça ne pourrait pas être une dysphagie qui n'aurait pas été diagnostiquée? C'est tout à fait possible, puisque certains signes sont discrets. On peut parler, par exemple, des fausses routes silencieuses, qui sont des fausses routes qui se produisent sans que le patient tousse. Donc, il est tout à fait possible qu'un patient dénutri soit dénutri à cause d'une dysphagie qui ne soit pas diagnostiquée. Donc, d'où l'importance de sensibiliser les équipes soignantes, les médecins et tout le corps soignant à des tests de dépistage pour dépister à la fois la dénutrition et pour dépister également la dysphagie. Le dépistage n'est pas pareil qu'une évaluation. Le dépistage, une infirmière, un aide-soignant peut tout à fait le faire. L'évaluation, c'est un peu plus précis et c'est d'autres professionnels de santé qui vont s'en charger. Mais le dépistage peut vraiment être ouvert à beaucoup de soignants. Donc là, je vais rentrer dans la partie prise en charge nutritionnelle, qui est la partie un peu plus concrète. Donc, que faire face à un patient dysphagique dénutri? Donc, il faut avoir en tête que la prise en charge du patient dysphagique dénutri, elle doit combiner 3 éléments pour favoriser une qualité de vie satisfaisante pour le patient. La première chose à faire est de choisir une texture qui va être adaptée aux troubles de la déglutition, qui va être adaptée aux capacités du patient. La deuxième chose, c'est d'améliorer et de maintenir par la suite l'état nutritionnel du patient. Et la troisième chose, c'est de garder une préservation du plaisir alimentaire, puisqu'on ne mange pas que pour, entre guillemets, recharger ses batteries, on mange aussi par plaisir. Alors, je vais commencer par vous parler du choix de la texture. Donc, en termes de dysphagie, il faut faire très attention à la texture qu'on va recommander à notre patient. Donc, il faut proposer une texture qui soit la plus adaptée aux capacités de déglutition du patient. On va en général proposer ce qu'on appelle des textures modifiées. Donc, ces textures modifiées, vous les connaissez. Il s'agit du mixé, du haché, du mouliné. Ce sont donc des aliments qui vont être modifiés par une action mécanique de broyage, de mixage, de hachage, etc.
Donc les textures modifiées, il y en a de nombreuses qui existent. Il n'y a pas de consensus, en France en tout cas, sur les textures modifiées en termes d'appellation et de rendu dans l'assiette. Mais il y a maintenant qui arrive dans différents pays du monde une classification de textures appelée IDDSI, qui correspond en fait à une initiative de répertorier les différentes textures adaptées aux personnes qui ont des troubles de la déglutition. Et c'est une classification qui est internationale, puisqu'en fait, entre les différentes villes, les différents pays et les différents continents, on n'a pas de consensus sur ces appellations de textures. Donc, un groupe de professionnels de la déglutition de divers pays s'est regroupé pour parler comment se mettre d'accord sur des appellations de textures avec ce que ça donne en fait dans l'assiette et dans le verre, puisqu'il y a aussi les boissons. Et la traduction française de l'IDDSI a été effectuée par un groupe de travail mené par Virginie Ruglio, qui a également fait un webinaire sur la question de l'IDDSI. Donc je vous renvoie vers les travaux de Madame Ruglio et de son groupe de travail. Je vous invite à aller consulter la page web de la traduction française de l'IDDSI si vous voulez en savoir plus, puisque le sujet est assez complexe et je ne referai pas une présentation sur l'IDDSI. Je vais simplement en fait vous montrer à quoi ça correspond. Donc on voit qu'on a deux parties, donc une partie sur les aliments et une partie sur les boissons, et qu'en fait chaque texture porte un nom, un chiffre et une couleur, voilà, de manière à s'y retrouver sur le plan international. On a vraiment balisé le terrain pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc, on remarque dans les aliments qu'il y a 5 textures, donc la texture normale ou entière, la texture petit morceau tendre, finement haché et lubrifié, la texture mixée et la texture liquéfiée. Ça, c'est pour les aliments. En termes de boissons, on a la texture 0 qui correspond au liquide classique, les textures très légèrement épaisses, modérément épaisses et très épaisses. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a une correspondance de texture, de viscosité. Donc la viscosité, c'est la résistance à l'écoulement, entre le mixé et la boisson très épaisse. C'est pareil pour le liquéfié et le modérément épais. Donc voilà, pour vous donner une idée des différentes textures qui devraient rentrer maintenant en vigueur en France, comme partout dans le monde, sur les textures modifiées, adaptées aux troubles de la déglutition. Alors, pourquoi finalement modifier la texture? Pour plusieurs raisons. La première est que pour certains patients, la mastication va être très difficile. Donc la première chose qu'on peut tenter de faire en modifiant la texture, c'est d'éviter ou de faciliter le travail masticatoire du patient. Ensuite, la modification de la texture va favoriser la cohésion moléculaire du bol alimentaire et éviter l'éparpillement du bol alimentaire. Donc le bol alimentaire, c'est les aliments qui vont être mis en bouche en fait et qu'on va insaliver, qu'on va mélanger avec la salive avant de les déglutir. Donc ce bol alimentaire, quand vous prenez par exemple une cuillère de purée de pommes de terre et une cuillère de semoule, on voit bien qu'entre la purée de pommes de terre et la semoule, il y en a un qui est beaucoup plus à risque de faire provoquer des troubles de la déglutition, puisque les grains de semoule peuvent se disperser, peuvent aller s'immiscer malencontreusement dans les voies aériennes, et donc en apportant une cohésion du bol alimentaire, on évite ce genre de désagréments. Et concernant les boissons, pourquoi on les épaissit? Pour ralentir leur vitesse d'écoulement. C'est vrai que l'eau est la boisson la plus liquide qui existe, donc elle est très à risque en fait de fausse route, puisqu'elle va couler très vite dans la gorge et elle va parfois surprendre les voies aériennes qui n'auront pas eu le temps de vraiment bien se protéger lors du mouvement de déglutition. Voilà pourquoi on épaissit les boissons. Alors, qui préconise la texture? Elle ne se choisit pas par hasard non plus. Les deux professionnels de santé qui ont la compétence, sur leur décret de compétence, pour faire des évaluations précises de la déglutition sont les orthophonistes et les kinésithérapeutes. Ils doivent avoir quand même une formation assez spécifique sur la déglutition et ils doivent aussi agir sur prescription médicale. Alors, ce qui est important de noter, c'est que la texture qu'on va recommander à un patient, elle peut évoluer en fonction de l'évolution du patient. Par exemple, si on a un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui a des troubles de la déglutition très importants en post-AVC immédiat, on va peut-être devoir lui préconiser une texture mixée avec une eau épaissie.
Mais si le patient améliore ses capacités avec la récupération, avec la plasticité cérébrale, avec la rééducation, on peut tout à fait faire évoluer la texture vers une texture un peu plus normale, entre guillemets. À l'inverse, des patients qui sont atteints de pathologies dégénératives, comme la sclérose latérale amyotrophique, vont malheureusement voir leur capacité de déglutition se dégrader, et donc on va devoir, au fur et à mesure de l'évolution, avoir une texture allant de plus en plus vers le mixé. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'une texture est évolutive, elle peut changer selon l'évolution du patient. Il est important de savoir qu'il ne faut pas laisser un patient trop longtemps en texture mixée. S'il a les capacités pour changer de texture, il faut évoluer en termes de texture, puisque le laisser trop longtemps en mixé aurait des effets assez négatifs, de lassitude, de dégoût, voire même de difficultés par rapport aux gestes de mastication et de déglutition, puisqu'en fait, quand on mange du mixé, on sous-utilise, enfin, on n'utilise pas ces mouvements et ces muscles masticatoires, donc c'est vrai qu'il faut éviter d'avoir un mixé à trop long terme. Si on peut le faire évoluer selon les capacités du patient, c'est vraiment très bien. Alors, quel est l'intérêt de la texture adaptée, la texture modifiée? C'est de sécuriser le patient en limitant le risque de fausse route, le risque de trouble de la déglutition. Mais malheureusement, les textures adaptées ont aussi des inconvénients, notamment qu'elles présentent une dilution des micro- et des macronutriments. Elles présentent aussi une faible variété alimentaire et une rupture avec les habitudes alimentaires. Donc je vais voir ça en détail juste après. Donc, en ce qui concerne la dilution des nutriments, elle est directement liée à l'ajout de liquide. Quand on fait une texture mixée, par exemple, on est obligé de rajouter du liquide dans le produit. C'est très compliqué, par exemple, pour une purée de pommes de terre, on ne peut pas faire une purée bien lisse, bien homogène, pas trop collante, seulement avec des pommes de terre. Donc on va être obligé de rajouter du lait ou de l'eau, dans certains cas. Donc on va diluer, en fait, notre produit. Donc par exemple, entre une pomme de terre entière cuite à la vapeur et une purée de pommes de terre, vous avez pour le même grammage moins de calories dans la purée de pommes de terre. Voilà. Donc, les études ont montré que la texture modifiée avait comme inconvénient qu'elle avait une déperdition calorique par rapport à l'alimentation en texture entière. Et on perd jusqu'à 400 kilocalories sur l'apport journalier quand on a un patient qu'on nourrit en texture modifiée. Donc c'est quand même énorme, 200 à 400 kilocalories de perdu sur un apport journalier, c'est beaucoup, surtout à moyen ou long terme, où on peut vraiment avoir une dénutrition de manière très logique. Il y a aussi une déperdition significative en protéines. Donc on va diluer en fait la viande, c'est pareil, hein, c'est difficile à mixer. C'est souvent un peu sec, donc on va devoir rajouter du liquide pour détendre le produit, pour avoir une purée. Donc on a aussi une déperdition significative en protéines chez les textures modifiées. Et au niveau des micronutriments, on a aussi une carence en fer, en zinc et en vitamine B6 qui ont été retrouvés dans la littérature. Donc c'est pas du tout anodin d'avoir ce genre de carence chez un patient, et il faut le garder à l'esprit. Ensuite, deuxième inconvénient de la texture modifiée, c'est que dans certains cas, selon le stade de gravité, selon le niveau de texture IDDSI qu'on aura proposé au patient, on peut avoir quand même une faible variété alimentaire. Par exemple, dans la texture mixée, on a une difficulté à proposer des féculents et des produits céréaliers autre que la purée de pommes de terre. Parce que, par exemple, les pâtes ou le riz vont difficilement se mixer, puisque l'action mécanique des lames va faire chauffer l'amidon qui va coller. Donc on obtient des préparations qui sont assez collantes, sauf si on ajoute beaucoup de liquide. Mais comme on l'a vu juste avant, si on ajoute trop de liquide, on va vraiment diluer les calories et le produit n'est pas intéressant sur le plan nutritionnel. On a aussi le problème, par exemple, avec les légumineuses, qui sont pourtant des produits qui sont très intéressants sur le plan nutritionnel, mais les légumineuses, comme les lentilles, les pois cassés, etc., vont avoir une petite peau qu'il ne va pas être facile de mixer avec tous les mixeurs. Donc, ça peut provoquer aussi une présence de petites peaux dans la purée, et donc une texture qui ne sera pas homogène. Donc tout ce qui va être croissant, pain, biscottes, les pâtes feuilletées, etc. sont des aliments qui présentent un risque élevé de troubles de la déglutition, un risque de fausse route, puisqu'en fait toutes les petites miettes peuvent aller s'immiscer dans les voies aériennes. Donc ce sont des produits sur lesquels il faut être très très vigilant.
selon le niveau IDDSI, sont souvent quand même difficiles à proposer aux patients dysphagiques. Les oléagineux, qui sont très intéressants sur le plan nutritionnel, les noisettes, les noix, les amandes, sont aussi des produits difficiles à proposer en texture modifiée. Alors, à l'état entier, ils font des petites miettes, en fait, et ils sont difficiles à déglutir. Et quand ils sont mixés, vous imaginez bien ce que ça donne, du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande ou de la purée de noisette, ça donne quelque chose d'assez collant. Donc, on peut les utiliser comme base dans des sauces, par exemple, mais à l'état brut, j'allais dire, c'est difficile de les proposer aux patients dysphagiques. Ensuite, on a un manque de fruits et de légumes crus dans l'alimentation à texture modifiée, puisqu'en fait, on a quand même des produits, les crudités, qui sont difficilement mixables pour certains, pour des histoires de fils, de petites peaux, de pépins, de grains, etc. C'est pas toujours facile de les mixer de manière homogène. Et même quand on arrive à les mixer de manière homogène, la vitamine C est très fragile, et avec le broyage des lames, ça va s'oxyder très vite malheureusement, et la vitamine C va disparaître de notre préparation. Donc on peut supposer qu'avec une faible représentation des fruits et des légumes crus, notre patient dysphagique peut être également en carence de vitamine C. Dernier inconvénient de la texture modifiée, mais pas des moindres, c'est la rupture avec les habitudes alimentaires. Et là, on voit dans une étude qui a été menée sur des patients dysphagiques qui donnent leur avis, entre guillemets, sur leur dysphagie. On leur a demandé de remplir des questionnaires par rapport à leur dysphagie. On a remarqué que 55% des patients dysphagiques ont changé leurs habitudes alimentaires. 50% des patients dysphagiques mangent moins qu'avant leur dysphagie, 36% évitent carrément de manger, de s'alimenter, soit parce qu'ils sont très angoissés au moment du repas de faire des fausses routes, soit parce que le repas ne leur est pas appétant. Et 55% des patients dysphagiques considèrent que leur dysphagie rend leur vie moins agréable. Donc on voit vraiment à quel point la dysphagie a un impact important sur la qualité de vie du patient. Alors, en termes de statut nutritionnel, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc la première chose à faire est de proposer des produits qui ont, de manière naturelle, une densité énergétique élevée. Donc il y en a plusieurs qui sont tout à fait intéressants. Alors tout va dépendre du niveau de texture de l'IDDSI qu'on va proposer aux patients, mais l'omelette est un produit tout à fait intéressant, la mousse de canard aussi, le houmous, comme vous voyez là. Alors on ne regardera pas le persil et la petite olive qui ne sont pas adaptés aux troubles de la déglutition, mais en tant que tel, le houmous, de même que le tarama ou le guacamole, sont des produits qui, quand ils sont bien mixés, bien homogènes, sont très intéressants pour leur teneur, leur valeur nutritionnelle et surtout leur teneur en lipides, puisqu'on sait qu'un aliment riche en lipides va être mieux dégluti, puisque le corps gras va lubrifier l'aliment et va éviter l'adhérence de l'aliment à la cavité buccale et au pharynx, et donc on va avoir une meilleure déglutition. Le fromage blanc est très intéressant puisqu'il est une source de protéines. On va pouvoir le mélanger à la fois dans des préparations sucrées et à la fois dans des préparations salées. Le yaourt au marron, par exemple, les flancs, les œufs au lait, la panna cotta sont tous des aliments qui, en tant que tels, contiennent une quantité intéressante de calories et de protéines pour certains d'entre eux. La deuxième chose qu'on peut proposer aux patients, qui est d'ailleurs une stratégie une stratégie de prise en charge de la dénutrition, qui a été montrée très largement par la Haute Autorité de Santé, c'est l'enrichissement protéino-énergétique de l'alimentation. Alors, on pourrait penser que c'est facile comme ça, mais il faut faire attention à utiliser des moyens d'enrichissement qui sont en texture adaptée. Donc, on oublie complètement les morceaux de jambon dans la purée, on oublie les croûtons frits sur le potage, on oublie l'œuf dur, puisque le jaune de l'œuf peut représenter une texture qui est poudreuse et qui va rendre la déglutition compliquée, et notre fromage râpé qu'on adore conseiller sur les potages, eh bien, quand il est chauffé, va présenter des fils et donc va s'apparenter à un aliment filandreux et donc va mettre le patient en difficulté. Donc il vaut mieux utiliser des moyens d'enrichissement plutôt faciles à incorporer, par exemple de la poudre de lait, de la poudre de protéines, du fromage blanc, de la crème fraîche, du mascarpone, de l'huile, du beurre,
ce genre de choses, voilà, qui vont facilement se mélanger et rendre le produit homogène. Il ne faut pas qu'il y ait de double texture dans l'alimentation. La double texture, c'est quand vous avez un produit qui contient à la fois du solide et du liquide. Donc, par exemple, la soupe avec les croûtons, ça va créer un vrai conflit chez le patient. Est-ce que je dois croquer le bon croûton? Est-ce que je dois avaler la soupe? Voilà, c'est très compliqué, la double tâche pour un patient dysphagique. Donc, on va proposer au maximum des textures qui sont homogènes. Ce qui est très important à retenir en fait par rapport à l'enrichissement de ces textures modifiées, c'est qu'en fait il faut enrichir 2 fois. Alors pourquoi enrichir 2 fois? Parce qu'en fait on a vu juste avant dans la déperdition calorique des textures modifiées qui étaient liées en fait au liquide, qu'on avait quasiment un régime hypocalorique. Quand on a une alimentation qui perd 200 à 400 calories par jour par rapport à une alimentation en texture entière, on est vraiment sur un régime hypocalorique. Donc il faut enrichir une première fois pour compenser la déperdition calorique liée à l'ajout de liquide et réenrichir une deuxième fois pour réellement augmenter les apports. Donc on fait un normocalorique et on enrichit une deuxième fois pour avoir un hypercalorique, hyperprotidique. Donc ça c'est vraiment important à l'avoir en tête, hein. C'est qu'un enrichissement entre guillemets simple ne suffit pas pour augmenter les apports du patient dysphagique, il faut enrichir 2 fois. Il faut faire attention à la texture qu'on obtient quand même avec tous ces modes d'enrichissement. Parfois la texture est très collante et elle peut mettre le patient en difficulté. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il en est de même pour les boissons épaissies, plus le produit est collant, moins il est facile à déglutir en fait. On pense que quand ça colle bien, ça va bien passer et pas du tout. Quand c'est trop collant, ça met vraiment le patient en difficulté parce qu'il faut une très grande force de propulsion et de constriction du pharynx pour faire passer tout ça. Et très franchement, pour ces patients, ça reste difficile. Donc attention à ne pas avoir de texture qui soit trop collante pour ces patients dysphagiques. Alors, l'enrichissement en liquide, il est indispensable à tous les niveaux, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner ou même à la collation, parce qu'en fait, au-delà d'apporter des calories intéressantes, le gras contenu dans l'aliment va favoriser la lubrification du bol alimentaire et le glissement du bol alimentaire au niveau pharyngé et œsophagien. Donc, il faut enrichir les bouillies du matin, vous les enrichissez avec des lipides, voilà, que ça passe mieux. Et ce sera meilleur. Au niveau des compléments nutritionnels oraux, alors on peut aussi les proposer pour les personnes dysphagiques en faisant attention à la texture qu'on a en fait. Donc en termes de liquide, on a sur des produits par exemple lactés, les liquides lactés comme les boissons à la vanille, au chocolat, etc., une viscosité qui est assez intéressante, qui peut être intéressante pour certains patients. Puisque c'est un niveau IDDSI qui est équivalent à 1. Donc en fait, sur un lacté vanille, vous n'avez pas une viscosité équivalente à de l'eau. Vous avez vraiment une épaisseur, une viscosité intéressante, mais qui peut ne pas suffire à des patients qui ont des troubles de la déglutition plus sévères. Donc dans ce cas-là, il faut proposer plutôt des crèmes enrichies ou des compotes enrichies, mais les textures sont quand même souvent collantes. Et on se retrouve avec des patients qui sont vraiment en difficulté pour déglutir le produit, voilà, qui est à la base en texture adaptée, mais le produit reste difficile à déglutir, sachant qu'en plus, le froid, puisque ces crèmes et ces compotes sont souvent proposées froides, le froid augmente la viscosité. Hein, le froid va figer, entre guillemets, le produit et augmenter la viscosité. Donc une compote déjà à la base assez collante qui sort du réfrigérateur, va être encore plus collante. Donc ça peut vraiment mettre le patient en difficulté. Il ne faut pas hésiter à détendre légèrement le produit, à mettre par exemple une cuillère à soupe d'eau dans le pot de compote ou dans le pot de crème enrichie pour détendre légèrement le produit pour éviter qu'il soit collant. Pour information, dans ma pratique, et ça m'a été confirmé par différents appels téléphoniques à des laboratoires qui font des produits enrichis, les crèmes hyperprotéinées, hypercaloriques, parfum chocolat, sont toujours plus collantes que les autres, vanille, caramel, etc. Il y a vraiment une augmentation de la viscosité sur le parfum chocolat, et donc il faut être vraiment vigilant à ce parfum-là, qui est même au sein d'une même marque et d'une même gamme, plus collant que ces petits confrères à la vanille, au caramel ou autres. Donc il faut faire vraiment attention à ces produits-là. Ensuite, il existe des compléments nutritionnels oraux qui sont très intéressants.
comme des biscuits enrichis, du pain au lait enrichi ou des madeleines enrichies ou des gâteaux enrichis, donc ils sont très intéressants. Mais les soignants ou même les proches des patients ont tendance à leur conseiller de les tremper dans un liquide, ce qui n'est pas du tout une bonne idée puisqu'on obtient, comme vous voyez ici, un produit à double texture, c'est-à-dire qu'on a à la fois le liquide et le solide dans le même produit, et donc le patient risque en fait de faire des fausses routes avec le liquide qui va s'échapper du morceau qui aura été imbibé. Donc on ne trempe pas ce genre de produit puisqu'on met le patient en danger de troubles de la déglutition. Au niveau du statut nutritionnel, on peut avoir recours à la nutrition entérale ou parentérale. Je ne ferai pas d'exposé dessus parce que c'est trop long, on n'a pas le temps. Voilà, mais on peut tout à fait proposer une nutrition artificielle chez un patient qui fait des troubles de la déglutition, soit pour compléter, soit pour remplacer. Et il faut faire attention à nos carences en micronutriments, en particulier ceux dont on a parlé, le fer, le zinc, la B6, puisqu'on sait notamment qu'une carence en zinc peut provoquer une diminution de la perception gustative, et la carence en B6 peut provoquer une inflammation de la langue. Donc vous imaginez bien que si le patient, en plus d'être dysphagique et dénutri, il a une difficulté à percevoir le goût et une inflammation de la langue, ça va ne faire qu'aggraver sa prise alimentaire et aggraver ses difficultés d'alimentation. En ce qui concerne le plaisir alimentaire, on sait que le visuel est très très important. Vous me voyez venir avec mes verres de sirop, vous devez connaître probablement ces études qui ont été largement faites et refaites sur le fait que quand on goûte par exemple un sirop rouge, on a dans l'idée que ce sera un sirop de fraise ou de grenadine, et que si le sirop est à la menthe et qu'on ne le sait pas, on va penser spontanément que ce sirop, même quand on l'a bu, on va penser qu'il est à la fraise, puisque c'est vraiment le visuel qui prévaut de manière assez importante dans l'acte alimentaire, sur la perception du goût. Et donc malheureusement, dans nos textures modifiées, le visuel est vraiment mis à mal. On a une absence de forme définie, souvent avec des purées qui sont un peu étalées dans l'assiette, qui ne ressemblent pas à grand-chose. Une absence de couleur définie, quand plusieurs aliments sont mélangés. Imaginez-vous du bœuf, des haricots verts et de la purée de pommes de terre, toutes mélangées ensemble. Bon, bah, voilà, ça donne une couleur qui n'est pas très engageante, qui n'est pas très définie. Souvent, la couleur peut évoquer plusieurs aliments. Une purée orange peut tout à fait être une purée de potimarron, de carottes, de patates douces. Voilà, si on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est aussi difficile d'investir son repas. Et les couleurs sont souvent fades et tristes et ne se donnent pas vraiment envie aux patients. Donc le patient n'a pas beaucoup de possibilités d'identifier l'aliment et de l'investir de manière positive. On a certains patients même qui, dès qu'ils voient arriver le plat, ont tout de suite un dégoût, un rejet du repas en fait. Donc, que faire pour préserver l'appétence chez ces patients-là? Bon, la première chose à faire, c'est de séparer les aliments. Donc, idéalement, 3 couleurs, parce que ça va attirer l'œil et favoriser la prise alimentaire. Il faut aussi proposer des volumes pas trop importants, puisque ça peut décourager le patient. La vaisselle aussi doit être attrayante. On évitera au maximum tout ce qui va être barquette en plastique, couvert en plastique, etc., qui donne un côté industriel qui rebute beaucoup le patient. On peut tout à fait restituer la forme de certains aliments grâce à des moules ou des emporte-pièces qui reprennent la forme originelle de l'aliment. Donc ça, c'est intéressant sur la présentation. Il faut travailler en lien avec des cuisiniers qui, souvent, en voulant bien faire, mettent un brin de persil, une rondelle de tomate sur la purée. Donc malheureusement, ce ne sont pas des décorations adaptées aux troubles de la déglutition. Donc il faut partir plutôt sur des sauces, des crèmes, des chantilly, des coulis, du chocolat fondu, etc. Et ne pas hésiter à avoir recours à des condiments qui relèvent à la fois la couleur, mais aussi le goût du produit, comme le curcuma, le curry, qui feront des belles sauces jaunes, le concentré de tomate, le pesto. Et il est tout à fait possible pour les personnes qui sont en nécessité d'avoir du manger-main pour s'alimenter, on peut tout à fait faire du manger-main en texture modifiée, sous réserve de un peu plus gélifier le produit légèrement avec des poudres comme de l'agar-agar pour que le produit puisse se tenir dans la main du patient. Donc il y a un gros travail à faire avec les cuisiniers sur la présentation. Et donc là, je vous montre quelques exemples de belles assiettes en texture modifiée. Donc les verrines sont très intéressantes pour le côté bicolore, par exemple. Et donc dans les autres assiettes, on remarque donc des assiettes avec un fond qui est assez contrasté, ou alors des assiettes de formes différentes. Toujours 3 couleurs pour attirer le regard. Ici, de la viande qui a été reconstituée en petits morceaux. Et alors attention à ça, les deux, la persil, ne sont pas indiqués, mais sinon tout le reste est quand même intéressant. Et les sauces, par exemple, qui relèvent aussi la couleur, vont aider également la lubrification du bol alimentaire, aider la déglutition en rajoutant quelques calories supplémentaires.
Alors, en pratique, d'autres conseils sont nécessaires. Donc, s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour limiter les troubles de la déglutition. Un patient doit être bien réveillé au moment de manger. Il doit avoir une bouche en état de manger. C'est quand même l'outil, la bouche. Donc, si c'est pas bien préparé, prothèse dentaire, etc., c'est compliqué. On va aussi favoriser un environnement plutôt calme et propice à un environnement agréable et propice à la concentration pour l'alimentation. On va travailler sur l'installation du patient lors du repas, puisqu'on sait que c'est une condition indispensable à une bonne déglutition. On peut avoir aussi recours aux aides techniques, au matériel adapté, en travaillant avec des kinésithérapeutes qui peuvent nous proposer des verres à découpe nasale, des petits tapis antidérapants, etc. Quand on nourrit une personne dysphagique, on doit aussi savoir comment la nourrir, donc ne pas se mettre debout pour ne pas que la personne mette la tête en arrière, ne pas nourrir quelqu'un qui est allongé, etc. Travailler en lien avec des pharmaciens pour adapter la prise médicamenteuse. Chez un patient, par exemple, qui est en mixé avec une eau épaissie, il semble un petit peu étrange de lui donner des comprimés entiers. Donc, travailler en lien avec des pharmaciens sur comment apporter un médicament sous une autre forme galénique, sur prescription médicale évidemment. La prise en charge, comme vous pouvez le constater, est complètement pluridisciplinaire, c'est indispensable. On ne peut rien faire en fait tout seul face à un patient avec un trouble de la déglutition et une dénutrition. Alors, que retenir de ma présentation? La première chose, c'est que les patients dysphagiques sont à haut risque de dénutrition. Donc, surveillez bien vos patients dysphagiques sur le plan nutritionnel. La deuxième chose, c'est que nos patients dénutris, ils sont peut-être dysphagiques. Donc, il faut aller voir s'ils ne cachent pas une petite dysphagie qui serait passée inaperçue. La sensibilisation des équipes et des aidants à la détection des signes de la dysphagie et de la dénutrition est complètement indispensable si on veut avancer sur nos pratiques et sur notre qualité de prise en charge de ces patients. Et enfin, la prise en charge des patients dysphagiques et dénutris est vraiment l'affaire de tous. Tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient peuvent être impliqués, les ergothérapeutes, les infirmiers, les médecins, les cadres, les diététiciens, les orthophonistes bien sûr, les cuisiniers, les pharmaciens, l'entourage proche du patient est aussi à sensibiliser. Et donc j'espère que vous serez nombreux à vous lancer dans ce genre de prise en charge. Donc voilà une petite bibliographie de quelques sources qui m'ont aidé à construire ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse pour les questions. Alors, première question. Bonjour, infirmière en EHPAD, j'ai très souvent vu des sauces interdites, même si les textures sont liquoreuses, car double texture ou alors risque de fausse route lié à l'aspect plutôt liquide de la dite sauce. Qu'en pensez-vous? Cela était-il bien justifié? Alors, il y a du vrai et du faux, entre guillemets, dans le sens où, effectivement, la sauce que vous proposez à votre patient ne doit pas être trop liquide. Si la sauce est très liquide, vous avez ce qu'on appelle la double texture. Vous avez à la fois le produit mixé et à la fois le liquide. Donc, il va y avoir un conflit. Si la sauce liquide est bien incorporée au produit, de manière à le détendre, à le graisser, etc., ça ne pose pas de problème. Il faut, à ce moment-là, proposer plutôt des sauces un peu plus épaisses pour avoir une équivalence en termes de viscosité entre le produit et la sauce. Mais la sauce est vraiment un produit intéressant, à la fois sur le plan visuel, sur le plan gustatif, sur le plan nutritionnel, elle apporte des calories, et sur le plan de la déglutition, elle va vraiment éviter l'adhérence du produit à la muqueuse, et donc elle va faciliter la déglutition. Donc la sauce est vraiment un outil intéressant pour une patiente dysphagique si elle n'est pas trop liquide. Alors, qu'en est-il de la température des aliments? C'est une très bonne question. Alors, on sait que pour le patient dysphagique, on va proposer des aliments froids ou chauds, avec une température donc bien différenciée de la température ambiante. Pourquoi? Puisqu'en fait, la température va être un facteur qui va stimuler la déglutition. Alors, chez la personne âgée, c'est un peu différent. On va privilégier plutôt les températures froides, par exemple pour les boissons. On va éviter les boissons chaudes. On sait que les boissons froides seront mieux perçues par le patient et mieux dégluties. Donc oui, la température est un paramètre très intéressant dans les troubles de la déglutition. Donc attention à ne pas proposer d'aliments ou de boissons à température ambiante, enfin le moins possible. C'est pas toujours évident. Quand les carafes traînent sur les tablettes depuis longtemps, c'est pas facile, mais c'est vrai que la température est un paramètre très intéressant pour stimuler la déglutition. Alors, que penser des pratiques qui consistent à mélanger les médicaments en poudre dans les eaux gélifiées?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, ce que je vois souvent en pratique, c'est effectivement le médicament écrasé, la poudre de médicament qui a été versée sur l'eau gélifiée, et on donne comme ça la cuillère d'eau gélifiée avec la poudre par-dessus au patient. Donc ça, c'est strictement contre-indiqué, puisqu'on peut avoir ce que j'appelle l'effet tiramisu, c'est-à-dire le patient peut, en fait, quand il a la cuillère d'eau gélifiée dans la bouche, inhaler, en fait, aspirer, faire rentrer dans ses voies aériennes, en fait, la poudre de médicaments. Donc moi, j'aurais tendance à vraiment déconseiller ce genre de choses. L'eau gélifiée n'est pas censée être mélangée avec un traitement. Parce qu'on peut avoir, déjà le traitement ne va pas vraiment fondre en fait dans l'eau gélifiée, on peut avoir des petits grains en fait qui vont persister dans l'eau gélifiée, donc le patient peut, en déglutissant l'eau gélifiée avec les petits morceaux de médicaments, racler, avoir la sensation que ça le gêne, etc. Donc moi je déconseille de mélanger l'eau gélifiée et le médicament. Le médicament en poudre, ça doit être vraiment une poudre très très fine, et je préfère éventuellement plutôt mettre ce genre de traitement écrasé ou en poudre dans de l'eau qu'on aura épaissie, ou alors dans une compote, en sachant bien sûr que ça n'est pas anodin malheureusement de faire ça, puisqu'on peut modifier la structure chimique, etc. quand on met des médicaments, quand on broie des médicaments et qu'on les met dans un produit alimentaire. Voilà. Donc il faut essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, autre question. Alors, un patient avec une déglutition quasiment impossible, avec une démence sévère, chez qui la pause d'une nutrition entérale est contre-indiquée, mais qui se situe encore dans la vie et réclame à boire et à manger, que faire? Alors, ça, c'est une grande question, c'est une question éthique. C'est difficile de répondre, en fait. Alors, ça dépend en fait de plein de facteurs. C'est une décision, moi je ne peux pas vous donner une réponse comme ça, parce que c'est vraiment une décision collégiale, c'est une décision à prendre avec l'ensemble de l'équipe, avec le médecin, avec la famille, avec le patient s'il est capable encore de pouvoir émettre des souhaits, avec les soignants bien sûr, l'orthophoniste si vous avez orthophoniste ou kinésithérapeute spécialisé dans la déglutition. Alors, dans les patients qui ont des gros troubles de la déglutition qui réclament encore, il faut voir dans quelle situation on peut lui donner éventuellement à boire. C'est un choix à faire en fait. Est-ce qu'on préserve le plaisir et on lui donne à boire de temps en temps si les capacités de déglutition sont possibles dans une texture bien spécifique. Sinon, on peut proposer aux patients qui doivent avoir une sensation de soif, effectivement, des soins de bouche de manière assez régulière. On peut aller jusqu'à 10 soins de bouche par jour. Alors, ça fait beaucoup, 10, mais c'est pour des patients qui n'ont pas de déglutition possible. Ils ont vraiment une bouche sèche qui les gêne beaucoup. Donc, on peut tout à fait proposer des soins de bouche assez réguliers. Et on peut même proposer des soins de bouche aromatisés, avec des sodas, etc., pour que le patient ait quand même une perception gustative qui puisse être agréable pour lui. Mais c'est vraiment une décision à prendre en équipe, et là je ne peux pas vous donner de réponse toute faite, et ça dépend énormément, ça dépend énormément des patients, du pronostic vital, du projet du patient, de ses souhaits, et c'est une décision à prendre en équipe. Alors, bonjour, avez-vous des exemples de desserts industriels adaptés aux textures mixées et moulinées afin de favoriser le plaisir alimentaire pour des patients hospitalisés en CHU? Merci pour cette présentation, avec plaisir. Donc, des desserts industriels adaptés en texture mixée et moulinée, oui, on peut avoir toutes les sortes de compotes qui existent. Si elles sont bien homogènes, ça a une texture intéressante. On peut proposer tout ce qui va être les mousses, mousse au café, mousse au chocolat, mousse au citron, etc., qui sont intéressantes. On peut proposer des entremets, donc entremets vanille, chocolat, café, etc. On peut proposer des flancs aussi. Du moment que c'est homogène, on peut vraiment proposer ce genre de choses. Donc des flancs tout simples, sans pâte, ça peut être tout à fait intéressant pour les patients. On peut proposer dans certains cas des gâteaux, des pâtisseries en fait, qui sont très très molles. Donc par exemple, selon
la texture qui a été recommandée par l'orthophoniste ou les kinésithérapeutes, par exemple des bavarois, où on a une fine couche de génoise, qui est quand même souvent imbibée et très très tendre, avec une mousse par-dessus. Donc souvent, ce sont des produits qui sont quand même très faciles à écraser, à déglutir, qui sont assez intéressants pour les patients. Donc voilà quelques idées de desserts que vous pouvez proposer. Alors, autre question. Alors, diététicienne en EHPAD, nous réalisons régulièrement des tests de déglutition au cours du repas afin d'observer le résident et de permettre des orientations de texture. Que pensez-vous de la légitimité de cette pratique dans notre campagne où les paramédicaux sont rares? Alors ça, c'est une grande question que beaucoup de diététiciens doivent se poser. Question un petit peu délicate en fait, puisque c'est vrai qu'on est confronté quand même à un manque d'orthophonistes et de kinésithérapeutes qui sont formés dans certains coins de la France. Donc c'est vrai qu'on fait comme on peut, j'allais dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les diététiciens peuvent être formés au dépistage des troubles de la déglutition. On peut les former de manière assez intéressante sur les troubles de la déglutition, mais en réalité, si on voulait faire les choses complètement dans les clous, il faudrait en fait demander à un orthophoniste ou à un kinésithérapeute formé à la déglutition de faire des bilans de déglutition, puisqu'il y a une vraie différence, encore une fois, je le répète, entre le dépistage et l'évaluation. L'évaluation est beaucoup plus précise. Une évaluation orthophonique ou kinésithérapique, elle est longue, elle prend vraiment du temps. Il y a toute une partie de prérequis, entre guillemets, avant le repas, qui est assez longue. On va tester la motricité, la tonicité, la sensibilité, les réflexes, etc. Et après, on va, lors du repas, eh bien, rester pendant toute la durée du repas pour proposer différentes textures, proposer des manœuvres de facilitation, des postures de tête, etc. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment une compétence orthophonique ou kinésithérapique. Donc, il faut essayer au maximum de solliciter des orthophonistes pour qu'elles puissent intervenir dans les services, pour qu'elles puissent faire des bilans de déglutition, sensibiliser en premier les cadres, les médecins, les directeurs d'établissement sur l'importance de faire appel à des orthophonistes, de recruter des orthophonistes, voilà. Et c'est voilà ce que je peux dire sur cette question qui est délicate, je sais, puisque c'est une réalité qu'il n'y a pas assez d'orthophonistes et de kinésithérapeutes dans les établissements de santé. Voilà, donc nous avons fait le tour des questions puisque le temps arrive à expiration. Ça y est, on est à la fin du webinaire. Donc j'ai été ravie de vous parler du patient dysphagique et dénutri. Je vous remercie de votre attention. Encore merci à Nutrisens de m'avoir invité et je vous dis peut-être à bientôt. Très bonne journée à tous.